Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'Éducation. Tout de suite, le sommaire. Les candidats libres et les lycéens des établissements hors contrat ont-ils été discriminés lors des épreuves du bac? Eh bien, c'est en tout cas ce qu'affirme l'association Créer son école. On en parle dès le début de notre émission avec nos invités. Un brevet contre les violences sexistes et sexuelles délivré au collège. C'est l'idée de l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes de la Seine-Saint-Denis. Sa chef de projet sera avec nous en deuxième partie d'émission. Enfin, dans sa chronique Vue à l'étranger, Mickaël Dorian nous emmènera dans les écoles où l'enseignement du bonheur est une matière à part entière. Mickaël Dorian qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie. Alors on commence avec Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, interrogé ce mardi après le Conseil des ministres suite à un document du ministère de l'Intérieur sur les incidents scolaires liés au voile islamique. Un document révélé par nos confrères d'RTL qui confirme la multiplication des cas d'élèves qui refusent d'ôter leur voile islamique ou leur tenue traditionnelle. Selon Pape Ndiaye, le ministère de l'Éducation nationale est équipé pour répondre à ce phénomène. On l'écoute. Il existe évidemment des lois, les lois républicaines sur l'interdiction de port de signes religieux ostensibles et à caractère prosélyte dans les établissements scolaires. Donc nous avons évidemment la loi qui est très claire à ce sujet. Il y a aussi des équipes valeurs de la République dans chaque rectorat qui travaillent sur ces questions. Donc nous sommes très bien équipés pour répondre à ce phénomène. Encore faut-il bien le mesurer et bien l'évaluer à l'échelle nationale. Dans l'actualité également, cette vague de chaleur qui frappe le pays et les recommandations du ministère de l'Éducation nationale qui en découlent. Oui, et on pense bien sûr aux 700 000 lycéens qui doivent passer demain les épreuves de philosophie. Il est en raison de cette canicule demandé aux proviseurs de veiller premièrement à ce que les salles d'examen restent protégées de la chaleur et deuxièmement de s'assurer que les candidats ont bien à leur disposition de l'eau potable ou leur permettre de sortir de la salle pour se désaltérer. Et à propos de l'épreuve de philosophie, une application permet de réviser les notions de philo à l'aide de séries télévisées. Cette application s'appelle Brevet Bac Sup. Elle propose des quiz et des fiches pour illustrer plusieurs notions s'appuyant sur l'intrigue et les héros de plusieurs séries télé. Exemple avec le concept de liberté que l'on retrouve dans la série La Servante écarlate diffusée sur Prime Video. Explication avec Caroline Métro, fondatrice de Nomade Éducation qui édite l'application. Elle était interrogée sur Europe 1. La Servante écarlate, où il y a un régime politico-religieux qui fait des femmes juste des porteuses d'enfants. Là, on va vraiment aborder ce concept de liberté et voir tout ce que Rousseau exprimait dans sa littérature. C'est exactement les sujets du programme du ministère de l'Éducation nationale. C'est une série qui a beaucoup marqué les jeunes. Si on leur parle que de Kant, de Freud, de Socrate, parfois c'est peu parlant. La philosophie, c'est une matière géniale. Et on s'est dit que si on abordait par un sujet qui les concerne, auquel ils sont sensibles et qu'ils comprennent, ils comprendraient mieux. On termine avec la 9e édition du concours Non au harcèlement. 70 000 élèves de primaire, de collège et de lycée ont participé cette année à ce concours. L'objectif est de leur donner envie de s'exprimer collectivement sur le harcèlement à travers la création d'une affiche ou d'une vidéo. Je vous propose de regarder la vidéo du lauréat 2022 de la catégorie meilleure vidéo école élémentaire. Un projet réalisé par les élèves de l'école primaire Christian Cabrol de Chézy-sur-Marne dans l'académie d'Amiens. Vous pensez que tout le monde s'amuse? Regardez bien là-bas, derrière l'arbre. J'ai peur. Et tous les jours, les mêmes mots qui font mal. T'es nul! T'es moche! Tu joues pas avec nous! Non, 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 non. J'en ai marre. Je ne veux plus venir à l'école. Ne faites pas comme si de rien n'était. C'est un véritable fléau, le harcèlement. Véritablement, il faut qu'on en parle de plus en plus, et surtout ici sur le plateau du Grand JT. Merci beaucoup, Mickaël. Les terminales des lycées hors contrat et candidats libres ont-ils été discriminés lors des épreuves du bac? Et si oui, comment et pourquoi? On en parle tout de suite.
Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Anne Coffinier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Créer son école et votre association a donc dénoncé les dysfonctionnements qu'il y a eu au bac pour les élèves de lycée pro. Face à vous, j'accueille Jean-Marc Fitoussi. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir ici sur le plateau du Grand JT. C'est votre première ici. Exactement. Voilà, vous découvrez School TV et le Grand JT d'éducation. Vous êtes directeur du groupe Progress, un établissement hors contrat, et vous avez été aussi témoin justement de ces dysfonctionnements. Vous allez nous raconter l'un et l'autre. D'abord, pour bien comprendre, j'aimerais qu'on rappelle la différence, s'il vous plaît, Anne, entre un établissement sous contrat et un établissement hors contrat, pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, un établissement privé hors contrat, qu'on appelle aussi établissement indépendant, c'est un établissement qui est libre du choix de ses professeurs, du choix de ses programmes, et qui peut développer une pédagogie, une approche éducative spécifique. Tandis qu'un établissement sous contrat doit respecter les programmes, le volume horaire, et avoir des professeurs qui sont des agents publics de l'État. Alors, qu'est-ce que vous avez rencontré justement par rapport aux épreuves du bac, les épreuves notamment de spécialité qui ont eu lieu là le 7, 8 et 9 juin, il me semble. Alors, c'est pas tout à fait les spécialités. Ah, c'est pas... Oui, dites-moi. C'est des épreuves de contrôle continu, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les épreuves considérées comme contrôle continu sous le sous-contrat, mais qui passaient en mode ponctuel pour le hors-contrat. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement, puisque vous prenez la parole, Jean-Marc Fitoussi, racontez-moi de votre côté ce que vous avez pu observer comme problème. Notamment, déjà, premier point sur les convocations. Alors, effectivement, premier point, les convocations, certains élèves étaient convoqués aux mêmes horaires à des endroits différents. Donc, pas pratique. C'est pas pratique, sauf s'ils ont effectivement une capacité à se dédoubler, mais c'est pas pratique. Donc, ou le don d'ubiquité, c'est vrai. Exactement. Ouais. Donc il a fallu effectivement voir avec le rectorat, du moins à la maison des examens, si on pouvait modifier les convocations, ce qui a été fait globalement. Mais ça, c'est quand ils ont reçu les convocations à la limite 2 semaines avant. Certains ont reçu les convocations seulement la veille à 20h le soir, non? En fait, ce qui se passe, voilà, c'est ce qui se passe, c'est que les convocations ont été envoyées assez tard et effectivement, le temps de trajet n'a pas été prévu entre deux endroits. Donc en fait, un élève qui finissait par exemple à 11h30 dans un établissement devait se retrouver 1 heure plus tard dans un autre établissement, ce qui est compliqué. Je lis par exemple un témoignage que j'ai revu là sur un article. Pour la spécialité théâtre en première, les convocations sont arrivées 3 jours avant l'épreuve, voilà. Raconte Jérôme Coignard. Les élèves ont envoyé leur dossier au lycée indiqué comme centre d'examen, qui a répondu qu'il ne fallait pas passer les épreuves là-bas, finalement. Donc très bien. Le service interacadémique des examens et concours n'a pas donné donc le bon établissement sur la convocation. Est-ce que c'est possible ça, Anne Coffinier? Vous l'avez vu aussi, ce problème? Oui, les problèmes sont vraiment extrêmement développés. C'est-à-dire que la première chose, c'est que la plupart des centres d'examen ne savaient pas qu'ils étaient centres d'examen. Prenez Stanislas, par exemple. Stanislas, établissement bien connu dans le 6e arrondissement, a été prévenu la veille à 20h que le lendemain, il devait recevoir des élèves en examen à 9h du matin. Évidemment, la consigne n'était pas passée et personne ne le savait. Alors, ça, c'est la première chose. Oui, mais justement, attendez, je rebondis, Anne, sur cette première chose. Comment est-ce possible qu'un lycée comme Stanislas, donc effectivement, vous le dites si bien, un lycée très connu, en plus un des plus cotés de Paris, si ce n'est de France, puisse ne pas être au courant qu'il est centre d'examen? De qui ça relève, ce problème? Parce qu'il y a eu un dysfonctionnement du côté, me semble-t-il, du SIEC, dont le SIEC, c'est la structure qui organise les examens pour l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'ils les ont validés dans le principe qu'ils étaient maison d'examen, sauf qu'ils leur ont pas dit les dates. Ils leur ont dit les dates la veille. Mais le SIEC dont vous parlez, c'est le service interacadémique des examens et des concours. Donc c'est justement le service qui doit organiser le concours. Donc comment est-ce possible? En fait, vous posez exactement la bonne question parce que en fait, cet examen n'a pas été préparé. Il faut être franc, ça a été bâclé. Bâclé pour tous les exemples qu'on peut citer, y compris pour une première fois, ils ont demandé à nos élèves d'aller passer les écrits, donc les fameuses épreuves de contrôle continu, à Villepinte. Villepinte, c'est un énorme centre d'accueil pour, en général, les étudiants. C'est très rare que ce soit des élèves de lycée qui vont à Villepinte. Et quand ils sont arrivés à Villepinte, les portes étaient fermées. C'est-à-dire qu'il a fallu passer par un autre endroit pour essayer de pénétrer dans Villepinte. Donc ça n'a pas été préparé, en fait. Donc, c'est pas le problème de Stanislas. Le problème, c'est qu'en amont, le ministère n'a pas fait le travail.
C'est très inquiétant. Anne Confinier, vous disiez donc, juste avant que je vous coupe, donc premier effectivement problème à Stanislas, vous avez rencontré ce type de situation, enfin vous en parliez je veux dire. Autre exemple par exemple, une professeure qui a été convoquée comme examinatrice de l'oral d'une matière qu'elle n'enseigne plus depuis 5 ans. Pareil, cela relève aussi du SIEC, du service interacadémique des examens? Oui, manifestement, tout a été complètement improvisé. Il s'agit simplement d'organiser le bac de 4000 élèves. Il faut bien voir que 4000 élèves, comparé aux 520 000 élèves qui passent le bac en général en France, c'est quand même rien. Et manifestement, ce rien était trop, puisque le SIEC n'est pas du tout arrivé à organiser les choses correctement. Et la plupart des examinateurs n'avaient aucune idée du déroulé normal des épreuves. Donc beaucoup d'élèves ont été privés du temps de préparation normal. Les élèves, par exemple, qui ont un handicap ont été privés du bénéfice du tiers-temps. La plupart du temps, ils ont été reçus dans des salles inappropriées. Par exemple, pour ceux qui passaient l'option théâtre, qui est une option qui est désormais assez importante, eh bien, ils ont dû souvent se préparer, se déshabiller dans les couloirs ou dans des placards à balai. Enfin, on est arrivé à des degrés, ça serait drôle si c'était quand même pas le baccalauréat. Mais enfin, le baccalauréat, c'est quand même le premier grade d'université. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui compte dans la vie en général d'une personne, et là, ça aurait tourné entre le gag et puis la consternation. C'est un diplôme national en plus, il faut quand même le rappeler, hein, donc ce n'est pas rien du tout. Justement, quand on parle de cette problématique des examens, on recense aussi, effectivement, vous parlez vous-même, hein, d'une discrimination, d'une non-préparation. Tout à fait. Ces examens, pour les lycées justement hors contrat ou candidats libres, sont-ils différents des examens que passent les autres étudiants qui sont dans des écoles publiques ou privées sous contrat? Alors ça, c'est la réforme du bac. Oui. Donc la réforme du bac a décidé que pour le privé sous contrat et le public, il y aurait 40% de contrôle continu. Oui. Ça, là, on parle de notation. Moi, je parle des examens précisément qui sont faits. Donc les examens n'auront pas lieu puisque c'est en contrôle continu. Par contre, en face, les hors contrat et les candidats libres doivent passer des examens en contrepartie de ce contrôle continu. C'est-à-dire qu'en fait, les épreuves dont on parle ici, c'est uniquement pour des élèves qui sont soit en candidat libre, soit en hors contrat. Maintenant, les autres examens sont identiques, c'est-à-dire les spécialités, le grand oral et la philosophie sont identiques. Donc on disait 4000, en fait c'est 4300 a priori, hein, Ouais. j'ai recensé candidats libres ou lycéens d'établissements hors contrat, qui donc passent des examens spécifiques pour eux. Exactement. Et qui ne sont pas préparés par le SIEC, en tout cas le service interacadémique. Exactement. Pourquoi y a-t-il cette discrimination? Est-ce que c'est parce que ces lycées ne sont pas du tout reconnus par l'État? Est-ce que c'est quoi la question? Alors, c'est la définition d'un lycée hors contrat. Le lycée hors contrat, par définition, est identique au lycée sous contrat, sauf que les enseignants ne sont pas des agents publics. Donc, ce sont les directeurs qui font eux-mêmes leur recrutement. L'État ne donne pas de validité à ces enseignants. Donc, ils considèrent que le contrôle continu du hors contrat n'a pas de justification. Donc, ils veulent que ce soit des élèves qui soient notés par des agents publics. D'accord, mais alors, si je vous suis bien, je vais vous faire réagir justement, Anne Confinier, là-dessus. Pourquoi faire confiance aux bulletins de notes qui vont compter dans Parcoursup et dans ce cas, ne pas faire confiance pour le bac? Anne Confinier. Justement, ça n'a aucune logique, absolument aucune logique. Ah oui. Et de la même manière qu'au regard de l'évolution de la composition des professeurs des établissements publics et privés sous contrat, ça n'a pas non plus de logique parce qu'aujourd'hui, il y a une partie importante des professeurs des établissements publics et sous contrat qui ont un statut contractuel, qui ne sont pas des agents publics et qui ne sont pas des fonctionnaires. Donc en réalité, la différence dans bien des cas entre les professeurs de type public ou sous contrat et les professeurs d'établissements hors contrat, elle est ténue. Et en réalité, ce qui devrait motiver le fait de reconnaître ou pas les notes au contrôle continu, ça devrait tout simplement être les notes obtenues au bac, les résultats au bac des établissements les années précédentes. À partir du moment où un établissement a de bons résultats, ça serait normal de reconnaître ces notes de contrôle continu. Et si un établissement n'avait pas de résultats satisfaisants, ça serait normal de lui faire passer toutes les épreuves en considérant que ces évaluations ne sont pas forcément de qualité. Mais on n'est pas du tout dans cette logique-là, on est dans une logique formelle
Et parce que les écoles publiques sont publiques, elles ont le droit de mettre des notes qui sont réputées être très bien, même si les professeurs sont recrutés au Bon Coin et sur le Bon Coin, et même si aujourd'hui on peine à recruter des agrégés et des capétiens à plus de 6 sur 20 de moyenne. Et de l'autre côté, on a des professeurs qui parfois sont extraordinaires, parfois des anciens ingénieurs, des anciens directeurs financiers, des écrivains, des gens exceptionnels qui enseignent dans les établissements indépendants, et on conteste leur capacité à donner des notes sérieuses. Une réaction, Jean-Marc Fitoussi, à ce que vient de dire Anne Coffinier. Oui, tout à fait. Et d'autant plus que ce qui est très surprenant, malgré tout, c'est que cette histoire de contrôle continu qui vaut quand même 40% du bac. Oui. Quand je suis un établissement privé sous contrat, j'ai pas trop envie de décevoir les parents d'élèves. Donc, ces établissements ont tendance quand même, malgré tout, à un peu surnoter ces élèves. Donc, en effet, il n'y a pas véritablement d'objectivité. Donc, soit tout le monde est en contrôle continu et donc la règle est acceptée, soit on revient à l'ancien bac, c'est-à-dire que tout le monde passe un examen normal, tout à fait classique, et qu'on arrête ce bac à 2 vitesses, contrôle continu, pas contrôle continu, surnotation, sous-notation. Là, récemment, j'ai entendu, ou j'ai lu plutôt, qu'il y aurait un point de plus qui a été mis au bac d'histoire géo dans le cadre du contrôle continu. Bon, bah non, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné qu'on ait des critères objectifs et que tout le monde soit logé à la même enseigne. Ce qu'on appelle l'égalité, en fait, le traitement égalitaire. Pour bien comprendre, tous les lycéens qui donc sont en candidat libre ou qui sont dans les lycées hors contrat font les 3 trimestres de l'année de terminale. Exactement. Les lycéens qui sont en privé sous contrat ou lycée public, en gros, font les 2 premiers trimestres qui sont donc pris dans le bulletin Exactement. pour le contrôle continu. Et le 3e trimestre n'est pas inclus, n'est pas noté. Alors, enfin, il est noté, mais il ne compte pas. Alors déjà, il ne comptera pas sur Parcoursup. Oui. Ça, c'est certain. Maintenant, après, il y a le... Mais si c'est pas sur Parcoursup, il va compter pour quoi? Pour le bac. Bah pour le bac. Pour, oui. le niveau, pour la moyenne générale au bac. Mais on sait très bien que Parcoursup ne prend pas en compte la moyenne générale du bac, il ne prend en compte que normalement les spécialités. Donc, Parcoursup prend en compte les lycées hors contrat et les dossiers des lycéens hors contrat et indépendants, mais ne prendrait pas en compte le bac, finalement. La moyenne du bac. La moyenne du bac. Non, il ne prend pas en compte. Parcoursup ne prend pas en compte. En fait, au départ, dans la réforme de M. Blanquer, il voulait que ce soit les 2 spécialités qui soient déterminantes dans Parcoursup, qu'il avait prévu de mettre en place pour le mois de mars de chaque année. À cause du Covid, ça a été reporté au mois de mai. Donc en fait, pour l'instant, Parcoursup ne prend en compte que le contrôle continu des 2 premiers trimestres et les notes de première aussi. Est-ce que vous pensez que cette différence de traitement, puisqu'elle est manifeste, est liée à une crainte que ces écoles hors contrat soient liées à un rapport confessionnel, à un problème religieux, par exemple? Non, parce que ça se pose, j'ai lu beaucoup d'articles dessus. Alors, oui, mais Anne va y répondre parce que Anne a une meilleure observation que moi sur le sujet. Mais il faut savoir que les lycées privés sous contrat sont à 99% tous à caractère religieux. 99%? Ah oui. Anne Coffinier, une réaction là-dessus? Ah bah justement, c'est intéressant parce que la grande majorité... puisque c'est plus de 3/5 des établissements privés hors contrat, donc indépendants, n'ont aucun marquage confessionnel. Donc au fait, certains veulent se faire peur, notamment en brandissant le péril islamiste, en disant, en fait, ces écoles indépendantes, est-ce que derrière, ce ne serait pas des mouvements fanatiques, islamistes, sectaires? Est-ce que vraiment, on peut le laisser se développer? Donc ça, c'est une espèce de peur qui est entretenue, mais qui n'est prouvée, qui n'est étayée par aucun fait. Et inversement, lorsqu'on étudie les statistiques concrètes, les listes sont accessibles à tout le monde, lorsqu'on étudie les statistiques concrètes des lycées indépendants, on voit que l'écrasante majorité, ce sont des établissements non confessionnels, donc laïques. Et puis, il existe des établissements confessionnels, mais enfin de la même manière qu'il existe des établissements catholiques, juifs, protestants et musulmans qui sont sous contrat, avec l'État. Ni plus, ni moins, dans le même cadre de liberté religieuse. Alors, quand on parlait des candidats libres et des candidats aussi, il y a des candidats qui font le CNED, oui. Donc les études à distance, et on peut imaginer, je ne dis pas évidemment pour tous les parents, mais que peut-être que quand on fait le CNED, est-ce qu'il y a le contrôle continu qui compte? Alors, il y a 2 cas. Il y a les élèves inscrits au CNED sous forme scolarisée et les élèves inscrits au CNED sous forme non scolarisée. Alors, ceux qui sont scolarisés
bénéficient du contrôle continu. Ceux qui ne sont pas scolarisés entièrement au CNED ne bénéficient pas. Mais c'est une usine à gaz. Hein. Mais alors, attendez, du contrôle continu donc, au CNED, Ouais. ça veut dire que les parents peuvent être derrière? Même plus que les parents, si je peux me permettre. Ah bon, c'est-à-dire qui d'autre? J'en dirai pas plus. D'accord, non, mais ce que je veux dire, c'est que Ouais. fatalement, on peut sujet. aussi se poser la question sujet, oui. de la notation Ah oui. des élèves scolarisés au CNED. Ah, en fait. complètement, c'est un sujet. D'accord, ok. Donc beaucoup de sujets qui se posent effectivement avec ce problème du bac. Est-ce qu'on peut se poser la question aussi à l'inverse? Pourquoi les parents choisissent de mettre leurs enfants dans des lycées, justement, dans des établissements hors contrat, comme le vôtre par exemple, comme Progress? Alors, Progress, c'est en fait un établissement où, alors, le mot un peu bateau, à taille humaine, dans lequel on fait un super encadrement. Et Ouais. que les enseignants sont dans un esprit de bienveillance, de mise en condition de succès. Bon, l'enfant, à ce moment-là, n'est plus unique. Est unique. Ça veut dire qu'en fait, on le valorise. Quand on est dans le public, on est 35, 36, Vous êtes combien par classe à peu près? entre 20 et 25. D'accord. Et les enseignants, pardon, parce que c'est un problème, hein, la revalorisation des salaires des enseignants, est-ce que les enseignants, par exemple, sont mieux payés à Progress qu'ailleurs? Alors, certains oui, certains ne le sont pas, il faut être honnête. Par ailleurs, on a une organisation qui est quand même un peu plus efficace. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de venir le matin entre 8h et 10h, avoir 3 heures de trou et reprendre le cours à 14h, 17h et avoir l'impression d'avoir passé une journée entière pour avoir dispensé 3-4 heures de cours. Ça, non. Donc, il n'y a pas effectivement nécessairement un grand gap en termes de rémunération, mais il y a un grand gap en termes d'organisation. Organisation et aussi en termes de contenu délivré. Anne Confiné, tout à l'heure, vous parliez effectivement d'intellectuels, de penseurs, peut-être de chefs d'entreprise, qui aussi dispensent certains cours dans les établissements hors contrat, c'est cela? Oui, alors ce qui intéresse souvent les professeurs, qui parfois d'ailleurs cumulent des cours, des heures de cours dans le public, dans le privé sous contrat, dans le privé hors contrat, donc ils sont bien à même de comparer. Ce qui intéresse souvent les professeurs, c'est la liberté professionnelle qu'ils ont lorsqu'ils peuvent enseigner. C'est-à-dire qu'ils peuvent enseigner en âme et conscience, en allant au bout de ce qu'ils veulent faire, en se disant, ben voilà, je veux enseigner comme ça, je le fais, et je sais que c'est la meilleure manière. Donc il y a un esprit de liberté qui leur fait un bien fou, même si le salaire est souvent à peu près le même ou un peu moins, ça dépend du niveau d'ancienneté, que ce qu'il y a dans le public. Et l'autre chose aussi, c'est que on leur donne la possibilité d'innover. Et ce qui est très important, parce que s'il y a bien un secteur qui appelle des innovations importantes, on l'a vu avec le Covid, mais même en dehors de ça, avec les neurosciences, etc., c'est le secteur éducatif. Or, il y a toute une lourdeur administrative dans le système public qui fait qu'on ne peut pas innover aussi rapidement que la nécessité s'impose. Et un professeur d'école indépendante, lui, il a la possibilité d'essayer, de voir si ça fonctionne. Vous savez, le fameux test and learn, qui fait vraiment la base de l'innovation, eh bien, c'est quelque chose qui est possible et qui est encouragé dans les écoles indépendantes, alors que c'est très mal vu et très compliqué dans les écoles publiques. Alors, ils font le test, certes, mais qui est là pour décider si c'est bien ou pas? C'est les parents qui réagissent? Est-ce qu'il y a une commission d'enquête? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour vérifier la bonne démarche? En fait, on a effectivement un consensus entre les parents, les élèves, le corps enseignant et la direction. Si on voit effectivement que l'outil qu'on a mis en place, à titre d'exemple, durant le Covid, nous avons installé dans nos salles des écrans similaires à ce que vous avez dans votre studio, où l'élève peut bénéficier du cours en direct alors qu'il est à la maison malade. Bon, ça c'est consensuel, c'est-à-dire qu'au lieu de louper le cours, il est à la maison en train d'avoir le même cours en direct que ses camarades. Bon, ça c'est consensuel, c'est une innovation technologique. Donc, en fait, on a des innovations de bon sens, et après, celles qui ne fonctionnent pas, on les arrête. Il y a des parents qui disent non, parfois, ça n'a aucun intérêt pour mon enfant, on arrête. Donc finalement, qui seront les concernés? Ce sont les parents et les enfants. Là, c'est plus un service numérique en plus et plutôt intelligent. Je parlais surtout de l'inspection académique, finalement. Est-ce qu'elle vient, Anne Confiné, voir un peu ce qui se passe dans vos établissements hors contrat, ou est-ce que c'est finalement le chef d'établissement ainsi que les professeurs et les parents qui décident justement de l'enseignement dispensé?
Alors, il y a des inspections qui sont diligentées effectivement par les inspecteurs d'éducation nationale et ces inspections, portent sur, la bonne acquisition du socle commun de connaissances, voir si l'école est bien organisée, si on respecte la loi, si les enfants apprennent, si l'enseignement est structuré, progressif, si les enfants ont l'air épanouis. Donc il y a ce type d'évaluation qui est réalisée par, l'éducation nationale et en réalité, aujourd'hui, les établissements hors contrat sont beaucoup plus inspectés que n'importe quel établissement d'éducation nationale, par exemple, ou même sous contrat, puisque dans l'éducation nationale, ce sont uniquement les professeurs qui sont inspectés pour voir s'ils respectent bien les directives de l'éducation nationale, et la moyenne de l'inspection est à peu près tous les 10 ans. Donc, c'est pour dire que le contrôle effectif qui est organisé est très faible dans l'éducation nationale. C'est simplement un cadre général, un état d'esprit qui prévaut. Mais imaginez une entreprise dans laquelle vous voyez votre chef une fois tous les 10 ans. Bon, c'est un concept quand même assez particulier. Alors que dans un établissement indépendant, vous avez le directeur qui est là, qui est présent, qui coordonne les équipes, qui les fait travailler ensemble, qui écoute les parents, qui fait un retour qualité au profit des professeurs en disant tiens, il y a des parents qui trouvent qu'il y a tel et tel problème, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on peut travailler dessus? Voilà, c'est pas du tout la même prise en compte des difficultés et le processus qualité, à mon sens, est beaucoup plus au point dans les écoles indépendantes que dans les écoles publiques aujourd'hui. Donc, en France, en tout cas. Pour en venir à ces examens, donc suite à la mauvaise organisation de ces examens, à la fois les convocations et puis les centres qui n'ont pas été très clairement prévenus, eh bien vous demandez, c'est ça, la mise en place d'une commission d'enquête sur la gestion de cet examen. Anne Coffinier ? Exactement, nous avons écrit au président de la République, mais aussi à son directeur de cabinet, au DGESCO, au DAZEN, enfin donc toute la hiérarchie concernée de l'éducation nationale. Le DAZEN nous a immédiatement répondu en disant qu'il allait regarder ça très près et faire une enquête pour voir s'il y a eu des dysfonctionnements. Il sait très bien qu'il y en a eu, puisqu'il a été submergé de courriers par directement les élèves et les parents d'élèves qui étaient sidérés par la désorganisation généralisée. Maintenant, le calendrier actuel, puisqu'on est en train de nommer de nouveaux parlementaires, n'est pas forcément très facile. Il me semble qu'une commission d'enquête de type 2-3 inspecteurs qui sont nommés par le ministre de l'Éducation nationale sur demande du président de la République serait très bien. Il suffit de faire une enquête de satisfaction auprès des 4300 élèves qui ont passé le bac, avec des questions précises sur la partialité, la ponctualité, l'organisation, le réalisme des distances et des temps octroyés, la qualité, enfin, des questions comme ça de satisfaction de base, et on pourrait tout à fait voir s'il y a eu un dysfonctionnement caractérisé. Et si c'est le cas, il est urgent de revenir au même bac que les autres, puisque si l'État ne veut pas ou ne peut pas ou ne sait pas organiser un bac spécifique pour 4300 élèves, je pense que le plus simple, c'est de traiter ces élèves-là de la même manière que les autres élèves, sans discrimination aucune. Eh bien, on finira là-dessus. Merci mille fois, Anne Coffinier, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Créer son école. Merci également, Jean-Marc Fitoussi, d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur du groupe Progress, un établissement qui est hors contrat, qui est situé où exactement? Il y en a plusieurs. On est à Paris, Paris 11e, Paris 3e et Boulogne. À Boulogne-Billancourt, à côté de Paris. À côté de Paris. Dans le 92. Merci mille fois. Merci à vous de nous avoir reçus. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. Un brevet contre les violences sexuelles et sexistes, eh bien c'est l'initiative de l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis. Bonjour Carole Barbelane-Bier. Bonjour, enchantée. Enchantée, ravie de vous accueillir sur le Grand JT de l'Éducation. Vous êtes chargée de ce projet au sein de l'Observatoire. Alors ce brevet découle du dispositif Jeunes contre le sexisme. Concrètement, quels sont les objectifs de ce brevet? Racontez-moi. Alors, peut-être en 3 mots, d'abord le dispositif Jeunes contre le sexisme, parce qu'en fait, c'est vrai, de ce projet Jeunes contre le sexisme va découler le brevet. Le projet, très rapidement, c'est travailler sur une année scolaire avec les élèves, plutôt les élèves de 3e, de nos collèges de Seine-Saint-Denis. Et donc, nous travaillons aujourd'hui avec 29 collèges. C'est plusieurs étapes. La première étape, ça va être plutôt de former les adultes des établissements scolaires. Et puis après, on va se consacrer aux élèves et on va les former au travers de théâtre-forums,
de concerts de slam sur la question des violences faites aux femmes et sur la question des violences à la fois sexistes et sexuelles. Et de cela, qui est une partie qui va être obligatoire, une phase obligatoire pour toutes les troisièmes. Ensuite, on va passer à une phase qui va être plus volontaire et on va travailler avec les élèves qui le souhaitent sur la réalisation de créations qui peuvent être des vidéos, qui peuvent être des affiches, qui peuvent être des textes de slam. Et ça existe depuis 15 ans. Et puis, on s'est posé la question, et puis ça a été aussi la demande du collectif Nous Toutes, qui avait posé la question d'un brevet de lutte contre les comportements sexistes et violents. Et au département de la Seine-Saint-Denis, on s'est dit, on y va. On va proposer un petit brevet sous forme de quiz qui est réparti sur 4 grands thèmes. On va avoir un thème qui va être plutôt sur les questions de droits des femmes, avec des questions plutôt de date importantes pour le droit des femmes. Une autre partie qui va être plutôt sur les stéréotypes sur lesquels on souhaite lutter. Une troisième partie qui est sur les violences faites aux femmes et comment on peut intégrer ça, comment les jeunes vont pouvoir intégrer ça. Et puis la dernière partie qui est plutôt une partie où on va être sur comment moi je peux être acteur de ma place d'élève, que je sois une fille ou un garçon, pour cesser les violences dans le lycée, dans le collège, pardon. Alors, et Carole, on va proposer plusieurs types de questions là-dessus. Alors, c'est très clair et c'est formidable. Je vous propose qu'on regarde ensemble déjà un court-métrage réalisé par les élèves de 3e dans le cadre de ce dispositif dont vous parlez et on en discute juste après. On me dit quoi faire de mes cheveux, de ma silhouette, de ma peau, de mes poils. On me dit t'es ridicule avec tes complexes. On me dit fais-toi belle. On me dit t'en fais trop. On me dit c'est vulgaire. On me dit tu te négliges. On me dit attention tu provoques. On me dit faudra pas te plaindre. On me dit pute, salope, puis facile, allumeuse, cinglée, hystérique. On me dit chut, parle pas trop fort, tiens-toi bien. Chut, chut, parle pas trop fort, tiens-toi bien. Chut. Et moi je vous dis non. Non. Et non. Moi je vous dis fâchez-vous comme vous voulez. Je m'en fous. La place de la femme, c'est partout. Partout où elle est. Moi je vous dis la liberté n'est jamais donnée. Elle se prend, elle se gagne, elle se vole. La liberté, elle se gagne, elle se vole. C'est des mots très forts, justement, pour parler des violences faites aux femmes. Carole Barbelane-Biais, ce film a été réalisé, je crois, par les 3e du Collège de Liberté à Drancy, c'est bien ça ? Tout à fait. Et alors, comment... Cette année, il vient de sortir. Voilà, formidable court-métrage, évidemment plus long, hein, on l'a raccourci pour l'antenne, mais c'est très fort, on voit, les mots sont forts, les émotions aussi. Comment ont réagi les élèves quand vous leur avez proposé justement de pouvoir réaliser un film ? Ah, ils sont toujours preneurs. Ça fait 15 ans, je vous disais, donc en fait les 4e qui vont passer en 3e attendent leur tour. C'est un événement pour eux dans leur vie scolaire, mais pas que, dans leur apprentissage, de s'engager sur quelque chose. Et c'est ça aussi le dispositif, c'est donner le droit et la possibilité de s'engager sur quelque chose qui les touche. Et là, on entend bien ces jeunes filles, elles nous parlent de choses qu'en tant que femmes, qu'en tant que filles, on entend. C'est les injonctions contradictoires, c'est tout ce que la société impose, c'est d'être et de ne pas être. Enfin, c'est très compliqué, vous voyez bien. Et donc là, elles nous disent clairement et directement ce qu'elles ressentent. Et je ne sais pas ce que ça vous fait, vous, en tant que femme, et pas que, mais c'est quelque chose qu'on entend très bien. Alors moi, je vous le dis, je suis extrêmement engagée là-dessus, mais ce n'est pas moi qu'on interviewe aujourd'hui, donc c'est vous. Et ce qui m'importe, c'est aussi les élèves de 3e. Mais c'est vrai que j'aimerais aussi entendre vos mots par rapport aux jeunes garçons de 3e, 4e et 3e que vous rencontrez. Quelles sont leurs réactions à eux ? Parce que je pense que toute la société aujourd'hui est engagée sur ce sujet. Entièrement d'accord. Et d'autant plus que c'est un combat de chacun et de chacune. Et c'est comme ça que l'on gagne, ensemble. Sur les garçons, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile parce que le travail, ça va être de leur faire comprendre ce qu'ils vont y gagner. Et en fait, ils ont à y gagner. Et juste pour répondre à votre question, cette année, on a eu au moment de la restitution, qui était jeudi dernier, on a eu une lettre d'une classe de SECPA qui nous a dit que ça leur faisait de travailler sur ces questions. Et donc, il y avait un gros pourcentage de garçons. Et ça nous permet d'ensemble, parce qu'on se connaît bien, de parler de la question du sexisme et on est plus fort ensemble pour en parler aux autres. Voilà.
Carole Barbelane-Bier, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer justement que des garçons participent à une vidéo de ce type ? Mais il y en a, vous en avez choisi une, mais par exemple, cette année, on a eu Les Terriens n'ont rien compris, par exemple. C'est des extraterrestres qui arrivent et qui parlent de la situation. Comment, en fait, et c'est très intelligent, c'est pourquoi cet enfermement des femmes, cet enfermement des garçons. Et en fait, ils disent, mais les Terriens n'ont rien compris. En fait, c'est un tout. On est un tout. On est des humains et des humaines. Et c'est ça l'intérêt. Voilà. Donc, si bien sûr, il y a des textes de garçons, il y a des films où ils apparaissent et où ils osent dire et où ils se positionnent. Ils se positionnent en tant que leader positif dans leur établissement. Apprendre aux enfants, aux élèves à faire la différence entre le oui et le non, avec le je suis d'accord et pas d'accord, apprendre à ce que c'est la violence, bien sûr, mais c'est aussi l'idée de former, j'imagine, les professeurs, parce que ce n'est pas évident de parler de ces questions. Comment vous faites ? Eh bien justement, on met en place toujours une demi-journée à une journée de formation. Alors cette année, on a travaillé sur plusieurs modules. L'intérêt, c'est de retravailler la question, parce qu'on est clair, les élèves sont clairs. Quand on appelle Jeunes contre le sexisme, en fait, on va parler de violence. Et ça, les élèves le comprennent dès le début. Donc c'est un peu plus difficile des fois pour les professeurs. Et du coup, la formation, elle est là-dessus. C'est comment, en tant qu'adulte, moi, je ne passe pas à côté de quelque chose. C'est-à-dire, il se passe une agression, par exemple, une main aux fesses pendant mon cours, je dois réagir. Et donc, j'apprends à réagir. Et c'est aussi ça, la formation. Et c'est leur donner des billes pour pouvoir intervenir à ce moment-là. Alors peut-être pour le côté un peu plus ludique, bien qu'il est formidablement intéressant, j'ai dans les mains, là je l'ai imprimé, le brevet dont je parlais contre les violences sexuelles et sexistes que vous avez mis en place. Donc c'est une forme de brevet, parce qu'ils sont en 3e, ils passent le brevet des collèges. Donc c'est aussi un diplôme qu'ils peuvent avoir. Évidemment, ce n'est pas un diplôme reconnu par l'État, mais enfin j'imagine que c'est reconnu en tant que tel, au même titre qu'on passe un brevet de sécurité routière ou autre. Et alors, on y pose des questions, comme les incontournables, effectivement, de savoir à quel moment on a eu le droit de vote pour les femmes en France, ou quand a été votée la loi sur l'IVG. Le droit de vote des femmes, vous le connaissez, en France ? 1960... Aïe, 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 aïe. Je voulais pas vous piéger, hein. Mais c'est difficile. Non, mais comme quoi, on sait que même si on est journaliste, on se retrouve dans des situations où c'est compliqué, effectivement, pour chacun de se retrouver, parce qu'on a l'impression que le droit de vote, devrait être donné depuis bien plus longtemps, depuis 1700 et 1800. C'était en 1944. Voilà, sortie de... Mais la loi sur l'IVG, par exemple, c'est extrêmement récent. C'est 75. Donc on va déjà établir effectivement en culture générale des points essentiels. Et puis après, vous allez poser des vraies questions que j'ai notées, hein, par exemple. Alors ils sont en couple, l'un d'eux ridiculise ou insulte l'autre devant ses amis. Vous trouvez cela acceptable ou pas acceptable? La question paraît assez basique, assez banale, mais j'imagine qu'elle est faite pour susciter la discussion, le débat. Tout à fait. Alors logiquement, il a déjà été suscité le débat, hein, puisqu'on arrive après une année de travail, mais ça n'empêche, ça permet toujours de se repositionner. Vous savez, c'est comme nous adultes, hein. Pour intégrer quelque chose, il faut le dire de façon différente et plusieurs fois. Les jeunes, c'est pareil, et plus on va insister là-dessus, plus ce sont des choses qui vont devenir, en tout cas on le souhaite, quelque chose de la normalité. Et fini ces histoires de jalousie, etc. Non, la jalousie, c'est pas l'amour. Alors, une autre question, par exemple, les femmes mariées ont été autorisées à travailler, ouvrir un compte en banque, à gérer leurs propres biens sans avoir besoin de l'autorisation de leur mari. Attendez, je reprends le seul homme qui est en plateau avec moi. C'était en quelle année? Il y a 3 possibilités. 1789, 1945 ou 1965. Ça, c'était dans les années 60. C'était 65. Bravo, exactement. Ça paraît quand même très, très, très récent et c'est bien regrettable. Mais c'est quand même très important de rappeler ces dates-là. Les élèves sont étonnés quand ils apprennent, justement, par exemple, 1965, seulement l'autorisation d'avoir un compte en banque quand on est une femme. Oui, effectivement, ils sont très étonnés par cette date. L'IVG, pour eux, c'est quelque chose qui est soit plus lointain parce qu'ils sont un peu jeunes, mais pas que. C'est plutôt quelque chose d'acquis. Mais l'histoire de 1965, pouvoir travailler sans demander l'autorisation d'eux, c'est incompréhensible pour eux.
Oui, pour moi aussi, hein, je vous le confirme. Merci mille fois, Carole Barbier, pour tout le travail que vous faites. On salue aussi tout le collectif, nous toutes, bien entendu, et toutes celles et ceux, surtout ne pas oublier les hommes, qui se battent justement contre les violences faites aux femmes. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chargée de projet au sein de l'Observatoire et vous êtes à l'initiative donc de ce premier brevet de lutte contre les violences sexistes. Merci mille fois et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Allez, Mickaël Dorian, c'est encore à vous. Alors, Mickaël, vu à l'étranger, des cours de bonheur à l'école, vous nous expliquez ? Oui, c'est la grande tendance dans les pays germanophones depuis plusieurs années. Et depuis la crise de Covid-19, on commence à s'y intéresser chez nous. Il faut dire que la pandémie a ravivé les questionnements autour du bien-être en éducation, avec le constat que de nombreux enfants et adolescents ont psychologiquement souffert de la situation. Ne faut-il pas une certaine qualité de vie à l'école pour assurer les apprentissages ? N'a-t-on pas eu tort de longtemps opposer les efforts nécessaires pour apprendre et le plaisir de se rendre à l'école? Le bien-être ne serait-il pas le besoin le plus fondamental pour former les citoyens instruits, épanouis et heureux? Ah oui, comme ça j'ai envie de dire oui, c'est sûr. Moi aussi Virginie, évidemment, sauf que malheureusement, en France, le système scolaire n'évoque le bonheur que tardivement et souvent de manière négative. Il faut comprendre que dans l'école de la République qui se veut égalitaire et méritocratique, l'effort et le bonheur sont de manière plus ou moins explicite considérés comme la condition de la réussite scolaire et de l'ascension sociale. Ce n'est que très récemment que l'institution scolaire française introduit dans ses textes la notion de bien-être pour les élèves et les personnels de l'éducation nationale. Par exemple, ce n'est qu'en 2015, figurez-vous, on parlait de date tout à l'heure, 2015, que l'arrêté définissant les programmes de l'école maternelle aborde la notion de bien-être et le fait que l'école maternelle est une école bienveillante de 2015, faut dire c'était hier. Pour comparer encore une fois avec nos voisins, la première expérience pilote consistant à ajouter des leçons de bonheur entre un cours de maths et d'histoire remonte à 2008. En Allemagne, ça fait plus de 10 ans que ces cours sont obligatoires à raison d'1 heure par semaine au collège ou au primaire pour des centaines d'établissements. C'est sûr que quand tu parles de Seconde Guerre mondiale et d'Hitler, tu as intérêt à faire un cours de bonheur juste après, parce Absolument. que compenser. Donc, les cours de bonheur, qu'est-ce que c'est ? Alors, comme dans les cours classiques, les professeurs de bonheur donnent des notes à partir d'une méthode élaborée par des professionnels de l'éducation, de la santé et du sport. Au lieu de contrôle de vocabulaire et de devoirs sur table, cette méthode suggère que les élèves travaillent sur un projet joyeux sur le sujet de leur choix. Il est par exemple demandé aux élèves de lister leurs points forts, puis de coller leurs qualités sur des ballons, puis de construire avec leurs camarades la plus haute tour de ballon possible. C'est un exemple. En cherchant des qualités dont ils n'avaient peut-être pas conscience, ces enfants apprennent ainsi qu'ils sont qui ils sont et ce qu'ils sont capables de faire. L'objectif de ces cours est d'aider les enfants à combattre les pensées négatives, à mieux s'exprimer, à réduire les comportements antisociaux pour au final augmenter leur niveau scolaire. Selon une étude, les élèves en sortiraient plus concentrés et moins stressés. Et alors, si tu n'arrives pas à énoncer tes qualités, par exemple, tu fais comment? Tu pars. Oui, c'est ça, le pire que tout, en fait, être encore plus triste. Donc, les enseignants allemands sont formés pour dispenser ces cours? Absolument, et cette formation existe depuis 2009. Elle est proposée par l'Institut Fritz Schubert d'Heidelberg en Allemagne. Il s'agit de séminaires, là j'étais en train de parler allemand, de séminaires de 12 week-ends pour former les professeurs à enseigner le bonheur à leurs élèves. Une formation qui a déjà séduit plus de 2000 enseignants allemands dans tout le pays. Alors, je le disais tout à l'heure, on retrouve des cours de bonheur dans d'autres pays germanophones, notamment l'Autriche et la Suisse, mais pas seulement. L'Inde et l'Australie s'intéressent aussi depuis de nombreuses années au bien-être mental des élèves. Et puis, pour terminer, aux États-Unis, les étudiants de la célèbre université de Yale suivent un cours sur la psychologie et la belle vie, un cours très populaire avec des devoirs à la maison tels que méditer, faire une bonne action, dormir 8 heures, prendre du temps pour se relaxer, être reconnaissant envers les autres. Mais alors, est-ce qu'on pourrait faire des cours de bonheur en France, mais continuer à pester constamment contre le gouvernement, la société, toujours jamais être content, tout ça? Justement, ça contrebalance. Ah d'accord, ça va alors, on peut l'imaginer en France, c'est bon. Merci Mickaël. Allez, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, c'est Jérémy Demey qui a répondu à ces questions. Regardez. Quel souvenir justement vous gardez de votre enfance? Je garde une belle enfance. Je pense que j'étais un enfant assez agité, qui voulait beaucoup d'attention, qui voulait faire rire. Encore plus, je pense, après la mort de mon papa.
parce que ça m'a créé un besoin de reconnaissance et d'amour énorme. Mais sinon, Donc, se faire aimer en dehors du cercle familial. Se faire aimer de tous. Se faire aimer de tous. J'avais besoin de ça pour combler l'espèce de trou qu'avait laissé la mort de mon père. Mais au début, ça n'a pas perturbé votre scolarité? Non, ça n'a pas perturbé. Je pense que j'ai commencé à connecter avec ça plus vers 20 ans, 21 ans, tu vois, pas quand j'étais jeune. Donc, en fait, c'est pas perturbé, je dis ça. Je me rappelle quand il est mort, je suis devenu un peu turbulent. Ouais. Et je me rappelle que ma mère m'a amené voir un orthophoniste. Un orthophoniste? Parce que je me suis mis à parler rapidement. Et tu vois, j'ai eu des problèmes comme ça. D'élocution? Ouais, d'élocution. Mais rien de vraiment grave. Mais c'est vrai que j'ai eu forcément quelques petites séquelles, quoi. Et est-ce que vous avez gardé contact avec des amis de l'époque? J'ai gardé contact. Écoute, mon premier ami s'appelait Axel. Et j'ai une photo de lui avec lui. On a 2 ans, 2 ou 3 ans. La première année de maternelle. Et on a une photo ensemble, dans la même classe. Et tu vois, on est encore amis aujourd'hui. Il est où? Il fait quoi? Et lui, il est à Madrid. Il travaille dans l'aviation. Et ça fait 36 ans. Parce que dans 37 ans, j'ai 39 ans. Mais c'est exceptionnel. Je crois qu'il n'y a personne qui a un ami d'aussi longue date. Ouais, j'avoue. Mais c'était un peu par hasard. Parce qu'on a vu qu'on était dans la même classe à 2-3 ans. Et finalement, on devait être amis sans être amis, tu vois, quand tu as 4 ans. Oui, c'est pas des valeurs que tu maîtrises encore exact. Réellement. Exact. Mais finalement, on a plus ou moins grandi ensemble et on est restés amis. Et si je vous demande là, comme ça, immédiatement, un souvenir d'écolier bien précis qui vous revient en tête? Je jouais au POG. Je te rappelle les POG, Malika? T'as eu ça? Ouais, comme ça. T'as quel âge, Malika? J'ai 34 ans. Donc t'as connu les POG? Ouais, on fait comme ça, non? Ouais, exactement. Avec tu peux mettre ton pouce et fou. Exactement. Et moi, je jouais au POG. Mais c'était en carton, c'est ça? Exactement. Et après, c'est avec quoi qu'on appuyait sur le POG? Eh ben, fallait le retourner. Mais avec quoi? Ça s'appelle comment? C'était, je pense, avec un autre POG. Non, avec un autre POG. Ah, c'était un plastique? Ah non, peut-être. C'est pas avec un autre POG que tu tapais dessus? Peut-être t'as raison. Je maîtrisais pas assez, moi, ça. Et attends, Malika, mieux que ça, merci de me ramener là-bas. Les bigs. Oh, les billes, ça, ouais, mais ça, c'était à l'école maternelle. Ouais, mais tu me demandes un souvenir de... Donc, un souvenir précis, c'est un souvenir de cours de récréation, en fait. Souvenir de cours de récréation. Pas un souvenir de classe? Non. Balle aux prisonniers aussi. Toujours dans la cour de récréation. Tu viens de me ramener ça, merci. Tu te rappelles la balle aux prisonniers? Bien sûr. J'étais super bon, moi. Mais en gros, tout se passe, l'école, pour vous, c'est la cour de récréation. Alors, attends, tu veux un souvenir à l'école? CP, Madame Robert. Ouais. Je me rappelle, ça m'a marqué, elle tirait les oreilles. Mais elle tirait fort, Malika. C'est pour ça C'est pour ça les grandes oreilles. J'ai des lunettes, si tu regardes bien, j'ai des oreilles de trèfle, de lutin. Elle a trop tiré. Elle a trop tiré. Écoute, t'as raison, hein. Je sais pas si tu remarques, mais j'ai des oreilles. Faites voir l'autre côté. Montrer, elles sont pas recroquevillées. J'ai des oreilles d'elfe. Je sais pas si on voit à la caméra, tu vois, elles sont pas... Oui, je vois, moi, en tout cas. C'est bizarre, hein. Mais surtout de l'autre côté. Ouais. Ça fait les oreilles un peu de Spock. Et c'est vraiment de sa faute? Non, c'est pas de sa faute. Elle tirait le lobe. Ah oui, donc rien à mais voir. Elle tirait fort. Moi, si j'apprends un jour qu'une maîtresse va faire ça à mon enfant, mais moi, je deviens fou. Donc Madame Robert en CP. Madame Robert en CP. Et personne ne se rebellait? Apparemment, non. Je pense qu'à l'époque, on tolérait ça. Aujourd'hui, je pense que ça passerait pas. Mais à l'époque, tu vois, ça m'a marqué. Merci de me replonger là-dedans, c'est cool. Est-ce qu'il y avait une matière qui était votre matière préférée? Écoute, une matière préférée, j'aimais les maths. À l'époque, j'aimais les maths. À l'époque, c'est quelle époque, du coup? Je te dirais 3e. D'accord. J'étais pas mal en maths. Et en seconde, on bascule, on s'en fout? Ouais, fin de seconde, j'ai basculé, ça a arrêté de m'intéresser. Mais c'est vrai que les maths, j'ai aimé les maths. J'étais quand même pas... En fait, je voulais être ingénieur à l'époque, Malika. Je voulais devenir ingénieur et j'étais fier. Là, en seconde, j'étais encore bon. C'est vers la fin de la seconde, première, là, c'est fini, j'ai lâché. Mais en seconde, vraiment, puis mon prof me disait, hein, tu vas être ingénieur, tu vas faire une grande école. En plus, ils avaient confiance en vous. Celui-là. Après, première, terminale, ils ont arrêté d'avoir confiance en moi et ils ont dit à ma mère que j'arriverais nulle part dans la vie. C'est pas possible de basculer comme ça. Écoute, si c'est possible, je l'ai vécu, Malika, je suis là. Et qu'est-ce qu'elle en pensait, votre maman, alors, à l'époque? Elle me soutenait et elle disait non, mon fils va y arriver dans la vie. Et elle m'a toujours soutenu là-dedans et elle m'a toujours... Est-ce qu'il y avait une matière cauchemar? Matière cauchemar, ça a été un peu plus tard, je pense. Mais ça a été, bizarrement, les maths aussi. Ah oui. J'ai adoré ça. Non, mais vous passez... Ah ouais. C'est les montagnes russes. Exactement, Malika. On aime, on déteste, on revient, on se déteste. Exact. J'ai arrêté d'aimer ça. Et puis c'est parce que tu prends une coche entre la seconde et la première. Je sais pas si tu te rappelles. Toi, tu as fait une première S ou ES? ES. Donc tu avais moins axé sur les maths. Ouais, ça va. Ouais. Mais en première, ça devient plus ardu. Oui. Plus chiant, tu vois. Tu rentres dans quelque chose de plus... Il faut beaucoup travailler peut-être aussi. Il faut beaucoup travailler et ça, moi, je suis quelqu'un d'assez paresseux. En fait, c'est ça. Merci, Malika. J'ai mis le doigt sur, T'as mis le doigt dessus. sur le problème. Je suis paresseux dans la vie. Et donc, je pense que le fait qu'il fallait commencer à travailler m'a rendu paresseux et m'a fait arrêter.
On a parlé de Madame Robert en CP. Ouais. Est-ce que vous aviez un prof préféré? Prof préféré, j'aimais bien mon prof d'anglais. Ouais. Quelle classe? Mon prof d'anglais, j'ai aimé en 5e. Ouais. J'aimais bien mon prof d'anglais, mais je ne sais plus pour quelle raison, parce qu'il était cool. Tu sais, t'as toujours un prof cool. Ah, c'était pas pour la matière, c'était pas pour sa façon d'enseigner, c'est plutôt pour sa personnalité. Ouais, il y a toujours un prof qui est plus cool que les autres. Oui, souvent c'est les plus jeunes en vrai. C'est les plus jeunes, ils sont cool. Ok, tout le monde, je suis le prof, tu sais, le remplaçant. Ouais, là, le remplaçant. Vous aimez bien les remplaçants? Moi, j'ai aimé les remplaçants parce qu'ils sont toujours cool, tu vois, ils n'ont pas ce stress-là toute l'année, mais ouais, j'ai aimé ces profs-là. C'est la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie de Jérémy Demey pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. C'est le meilleur de School TV avec le Zap. C'est psychologue de l'éducation nationale. Un chiffre peut-être pour résumer la situation. Vous disiez que finalement, il n'était là que 1 voire 2 jours par semaine. Le lundi, pourquoi pas le mardi. On compte aujourd'hui près d'un psy d'éducation nationale pour 1500 élèves. Ça montre le chemin qu'il y a à parcourir? C'est juste une catastrophe, mais de toute façon, le personnel de l'éducation nationale là pose souci en termes de recrutement. Hein. Il y a une grande campagne de recrutement, voilà. Donc c'est les psys, mais pas que. Et puis il y a eu un changement de statut également. On fait des job dating en ce moment pour recruter des profs. Voilà, tout à fait. Donc, mais de toute façon, les adolescents vont davantage vont à l'infirmerie. Ils vont voir l'infirmière. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez comme ça des confusions de mission. Hein. Alors l'infirmière joue les psychologues comme elle peut, souvent. Contacte des psys en libéral, plus dans les CMP et CMPP, puisqu'il y a entre 2, 4 ans, des fois jusqu'à 5 ans d'attente. Donc quand vous allez mal, en fait, on vous dit d'attendre 5 ans. Voilà, les services de psychiatrie sont complètement embouteillés. Pareil, quand il y a des situations d'urgence et qu'on envoie la famille ou l'adolescent directement aux urgences, il y a presque plus d'attente assis à être vu pour voir un médecin que de temps de prise en charge sur place. Donc il y a un vrai manque de personnes aidants au sein des lycées, des écoles en général d'ailleurs, hein, et en dehors. Ce qui fait que du coup, même l'infirmière qui est davantage présente et peut recevoir les élèves, alors pour un Doliprane aussi, hein, pour allonger, parce qu'il y a des symptomatologies qui ont lieu dans l'enceinte du lycée, qui peut proposer une certaine écoute. Il ne s'agit pas de thérapie, il ne s'agit pas d'accompagnement psychologique, c'est juste un accueil, une écoute, et puis on répare ce qu'on peut à plâtre sur une jambe de bois. Hein. Vous l'avez dit, cette phrase, quand vous racontez votre histoire, vous l'avez racontée dans une conférence TED, vous l'avez racontée à d'autres occasions, histoire personnelle qui est marquée à l'âge de vos 15 ans par un voyage au Sénégal pour lequel on ne vous avait pas tout dit. Oui, effectivement. Et puis, cette histoire, je la raconte surtout sur scène, dans le cadre de mon spectacle de prévention aux violences sexistes et sexuelles. Parce qu'à la base, c'est un peu comme ça que j'ai découvert la question des violences. C'est que j'ai été victime de différentes formes de violences. Et effectivement, je me suis retrouvée dans mon pays d'origine. C'était mon mariage. Je n'étais pas au courant. Sauf que de cette histoire... Vous racontez très vite comme ça, mais enfin voilà. Vous avez 15 ans, vous dites c'est chouette, viens, on va retourner... Non, mais vous n'y aviez jamais été, c'est le moi, premier c'était mon. Vous arrivez, j'imagine, vous êtes surexcité, C'était mon premier voyage. Et puis c'est surtout, c'est la première fois que tu vas dans ton pays d'origine. Donc un truc qui est bête, mais tu comprends pourquoi t'es noir. C'est bête. Tu rencontres pour la première fois ta vraie famille. Donc tu as des sosies de tes frères, de tes sœurs, de tes parents. Donc c'est beaucoup d'émotions. Et en plus. C'est mon mariage. Donc, il y a plus sympathique comme histoire. Sauf que... Alors, pourquoi je passe vite sur cette histoire? Parce que c'est toujours désagréable d'en discuter. C'est pas pour rien que j'en parle plus facilement dans le cadre de mot pour mot, le spectacle. De mon spectacle Mot pour mot. Voilà, mot MOTS pour mot MAUX. Il faut apprendre à parler la tech. Ça veut dire quoi? Que la première langue finalement vernaculaire, ça va devenir le numérique, le code, l'algorithmie. C'est avant tout la langue qu'il faut savoir parler aujourd'hui quand on est réfugié. Je dirais aussi chez Kinexio, comme en fait on a des parcours qui vont vraiment des compétences numériques de base jusqu'à des niveaux assez avancés. Pour nous, c'est de dire qu'avec la pandémie, on avait vu que c'est vraiment difficile de passer de côté du numérique dans notre vie pratique, sur toutes les démarches administratives, toutes les fonctions de base dans notre vie, et aussi démarches pour aller vers le marché de l'emploi aussi, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 86% de toutes les démarches, candidature en ligne, entretien en visio, qui passent complètement en fait en ligne. Et si on maîtrise
maîtrisent pas suffisamment ces compétences de base. C'est très en fait, c'est des freins en fait pour pouvoir en fait avancer dans notre vie professionnelle. Donc je pense qu'il y a en fait bien sûr ça sur les bases et aussi le numérique comme un secteur d'opportunité pour l'emploi en fait sur d'autres métiers de demain. Mais je pense que c'est vraiment ce sens large que le numérique est devenu en fait un outil, un langage de notre de notre siècle aujourd'hui, et il faut en fait tous en fait être inclus dans ça. Sur le burn-out scolaire, est-ce que c'est un sujet aujourd'hui en cours? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous parler, femmes, de burn-out scolaire? Burn-out scolaire, c'est un bien grand mot. Tout ce qu'on peut, nous, on sait, c'est qu'il y a beaucoup de lycéens qui travaillent plus de 2 heures par jour leur travail, qu'ils s'enferment un petit peu dans cet univers du travail, où c'est que le travail, les cours, parce que 40% du bac est en contrôle continu, donc il faut toujours travailler, la moindre note, ça compte pour le bac, ça compte pour notre avenir. Et il y a ce sentiment aujourd'hui que dès qu'on passe un examen, on joue sa vie un peu? Oui, oui, c'est ça. C'est parce que moi, c'est vrai que ça, j'ai pas connu. Mais aujourd'hui, même pour la moindre petite note, donc une petite interrogation orale sur 5, imaginons, ça va compter pour votre bac, en fait, et donc pour votre avenir. Et on sait très bien que sans bac, aujourd'hui, on peut pas avoir grand-chose. Et donc, je vais revenir sur cet enfermement dans le travail. On a fait une enquête interne. 54% des lycéens qu'on a interrogés, donc près d'1 sur 2, n'ont pas le temps de faire autre chose que de travailler. Donc pas d'activité extrascolaire pour changer les idées, pour ne pas de faire de sport et pas de faire d'autres loisirs. Il va falloir changer ce rythme scolaire. Ça va être un sujet. Alors bien sûr, on va parler de ce plan d'urgence qui est appelé des vœux de la défenseur des droits, Claire Hédon. Mais il ne faudrait peut-être pas commencer par ça, alors qu'il y a une toute nouvelle réforme concernant le bac, mais peut-être lycée, je ne sais pas, moi, réinventer, reformuler... faire évoluer effectivement ces rythmes scolaires, parce que les journées en France sont déjà très tôt sont déjà très longues, et quand tu rentres chez toi, c'est que le commencement, parce que tu as encore des devoirs. Alors, les devoirs écrits, normalement, sont interdits à l'élémentaire. Déjà, les enfants rentrent et ils ont effectivement, après 8 heures de cours, ce que nous aurions nous-mêmes du mal à faire, assis sur une chaise. Alors, même si maintenant, ils sont de plus en plus des classes flexibles, avec du mobilier, etc. Oui. Enfin, il faut quand même tenir les 8 heures. Parfois, les garderies avant, enfin voilà. Et ils rentrent le soir, ils ont effectivement du travail. Donc, ça, c'est depuis, alors pas la maternelle, mais depuis le CP jusqu'au lycée. Donc, il y a aussi cette continuité et cette endurance là dans le parcours scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, le lycée, c'est aussi le moment où peut exploser ce ras-le-bol de... Et notre vie à nous et notre espace personnel. Voilà, une des premières choses que je peux faire et qui ne demande pas d'avoir étudié Freud et Lacan, ça va être de faire l'état des lieux de leurs plaisirs, de leurs projets, de leurs activités. En fait, il y a un rétrécissement, c'est peau de chagrin, il y a un rétrécissement des passions, des intérêts. Il y a un focus sur le scolaire avec énormément de culpabilité quand ils font autre chose que travailler, et puis la volonté de rattraper quand il y a eu une mauvaise note. Mais en fait, ça se rattrape jamais. Ça se rattrape jamais, puisqu'en fait, du coup, ça fait une moyenne qui est nivelée par le bas, et à un moment donné, ils jettent l'éponge. Donc, un des premiers conseils, c'est ça. Mais repratiquer du sport, regarder de temps en temps un truc débile à la télé, aller au cinéma, aller au concert, voyer des amis et pas que pour fumer. Décrocher, quoi. Aller Débrancher, danser, quoi. aller danser. Ouais. Enfin, voilà, oui. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le harcèlement comme sujet ? Je m'intéresse à tous les sujets en lien avec les violences de façon générale. Ça fait plusieurs années que je suis engagée sur ces thématiques. Et la question du harcèlement, elle touche tellement de monde qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, avec l'association Résonante, avec laquelle qui existe depuis 2015, que j'ai créée en 2015, on rencontre plein de jeunes victimes de différentes formes de violence. Et parmi ces victimes, on a des victimes de harcèlement scolaire. Et quand on échange avec ces personnes, on se rend compte que le harcèlement a commencé plutôt en élémentaire. Avec Résonante, on intervient auprès des collèges et des lycées, mais c'était important d'aborder la thématique avec les plus jeunes. Et puis j'ai des enfants. J'ai 3 enfants. Et vous aviez envie de leur parler ? Exactement, c'est que quand on travaille sur les sujets de violence, je me dis, mais je travaille avec les 15-24 ans, j'ai des enfants qui ont 7, 8 et 11 ans. Je pense que l'art et un support pédagogique pour aborder ces sujets-là, c'est quand même plus efficace. Et c'est aussi l'ouvrage que j'ai fait pour échanger avec mes enfants. Le numérique, plus que jamais, ça va être ce passeport, j'ose l'expression, pour l'insertion. Oui, c'est exactement la phrase qu'a dit une des apprenantes hier soir. Elle a dit, c'est un passeport
pour rentrer dans ce monde plus facilement. On revient sur le langage. Ça va être un des premiers obstacles pour une personne réfugiée, la langue locale. Parce que cette personne n'a pas choisi le pays dans lequel elle arrive, elle ne le parle pas souvent. Et donc, parler l'allemand, le grec ou l'italien, dans le pays dans lequel Systech est aujourd'hui, c'est moins évident, et sa grammaire est moins évidente que de parler le Python ou le Node.js qu'on a pu apprendre par ailleurs par le passé, parce que certaines de ces personnes sont déjà informaticiennes ou développeuses. Et donc, ça permet d'accélérer une inclusion, notamment, on le sait, dans les entreprises du numérique. Ce qu'on regarde, c'est la compétence, moins le diplôme. Et ce qu'on est capable d'apprendre, parce que ce sont des langages qui sont extrêmement vivants, l'informatique, qui évolue tous les jours. Et donc, on ne sait pas déjà, on se dit avec le web 3.0, il y a un nouveau langage qui se crée, donc il faut l'apprendre. Donc, c'est une fenêtre d'opportunité énorme pour des talents, des gens qui sont assez intelligents, mais qui ont tout perdu, dont la vie s'est arrêtée, il faut reprendre. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci Mickaël. Merci Virginie. On se retrouve demain. Non, pas demain. Non. Mais vous ne serez pas dépaysé, vous aurez un autre Mickaël à ma place. Mais c'est pas vrai. Bah oui, c'est fort. Mais c'est fou ça. On s'est débrouillé pour que vous ayez un autre Mickaël à ma place. Même tête, même costume, même... À peu près. D'accord. Moi je ferai un comparatif. Vous allez revenir quand même un jour? Oui, je reviendrai. D'accord, très bien. Merci mille fois. On se retrouve donc demain avec Mickaël Dos Santos. C'est ça très bien. Sinon c'est schooltv.com pour nous retrouver. Canal 247 sur les Freebox. Et merci à toute l'équipe, Romain Luc à la réalisation, Héloïse Merlin au son, Taï Sayad au make-up, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Et à demain. Ciao.